va démarrer cette réunion qui a un caractère très particulier, puisque en réalité il ne s'agit pas du tout d'exprimer une position collective sur le thème, en gros, la politique économique du gouvernement aujourd'hui dans toutes ses composantes. Vous remarquerez qu'il y a absolument toutes les composantes, mais il s'agit en réalité que 6 d'entre nous expriment leur point de vue, et c'est la diversité du cercle qui en fait toute la richesse. Vous voyez que on part très très fort sur les formules d'une originalité exceptionnelle. Donc, on va procéder de la manière suivante, si vous en êtes d'accord. On va juste évoquer les problèmes de conjoncture économique française, européenne et mondiale, comme chacun d'entre nous le souhaite. Et en 2 minutes, chacun d'entre nous va dire qu'est-ce qui lui paraît inquiétant ou positif, ou enfin ce qu'il veut. Donc ça, c'est un exercice qui est très, très rythmé. Et puis, ça nous prendra donc 6 fois 2 minutes, une dizaine, 12 minutes. Pas de questions à ce moment-là pour juste qu'on garde un peu l'ambiance. Et puis, on va prendre l'ordre du jour que vous avez sous les yeux, qui couvre à peu près tous les thèmes, allant de la philosophie profonde de l'action du président de la République, que j'assumerai, jusqu'à la fin, Patrick qui va nous dire est-ce qu'on va vers une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis, et puis avec l'Europe comme partenaire de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc voilà en gros comment on va procéder. Je m'aperçois qu'il est 28. On va peut-être commencer quand même sur le thème de ces 2 minutes, de ce qui apparaît comme les éléments de conjoncture et qui sont une sorte de perception, sensibilité à la situation actuelle. Je cède le micro immédiatement à mon camarade Hippolyte. Oui, tu en as. Je vais prendre celui-là. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Non. Non. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'un micro ? On est enregistré. D'accord, pardon. Voilà. Donc bonjour à tous. Je vais laisser mes camarades parler de conjoncture économique, des indicateurs macro, etc. traditionnels, et avoir un autre élément, une vision un peu différente de la conjoncture, qui est sur des éléments démographiques et notamment de longévité, sur lequel je suis plus spécialiste. Une très bonne nouvelle actuellement, c'est que l'espérance de vie, le temps pendant lequel on vit, continue d'augmenter. Depuis 2015, il y avait eu une baisse, et sur les dernières années, on continue à augmenter. On attend quelque chose comme 85 ans aujourd'hui pour les femmes et près de 80 ans pour les hommes. Donc on a véritablement une baisse des taux de mortalité qui reflète quelque chose de la conjoncture économique et qui reflète le fait que ça va bien. Un petit bémol, on était très bien placés en France dans les années 90. Les femmes françaises avaient celles qui avaient l'espérance de vie la plus longue. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est progressivement dépassé par de plus en plus de pays, bien sûr par les japonaises et aujourd'hui par d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne, à la Suisse. Voyez, donc un petit élément de conjoncture internationale. Voilà. Suite à cette bonne nouvelle, finalement, ça implique qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Voyez, alors elles vivent plutôt en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé aussi continue d'augmenter pour les femmes, se stabilise un petit peu pour les hommes, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées. Alors un chiffre pour revenir là-dessus. Je pense qu'on donne très souvent des ratios démographiques qui, à mon avis, de classe d'âge, qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Moi, je reviendrai sur le nombre de personnes qui sont à la retraite, qui sont retraitées, je dirais, en France. On est quelque chose comme 17,5 millions. Et lorsqu'on ramène ce nombre, vous voyez, au nombre de personnes qui sont en emploi, pas la population active, ceux qui réellement ont un emploi, on est au contraire à un peu moins de 27 millions. Donc il faut se dire qu'il y a presque, vous voyez, 2 retraités pour 3 personnes en emploi. On est vraiment dans une situation qui, de mon point de vue, n'est pas du tout prudente, et c'est pour ça que je reviendrai un peu plus tard sur les questions de retraite.
Bonjour à tous et à toutes. Alors maintenant que je sais que je ne vais pas vivre très vieille, je vais essayer d'utiliser ce temps rapidement. Donc moi, pareil, je ne vais pas vous parler de conjoncture et de macroéconomie parce que ce n'est pas non plus ma spécialité. Je suis microéconomiste. Mais j'aurais aimé, et ça a un lien avec ce que j'évoquerai plus tard, tout à l'heure, j'aurais aimé parler du fait que les entreprises françaises ont du mal à trouver des salariés. Donc c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon entourage, alors des associations, des copains chefs d'entreprise qui n'arrivent pas, en offrant des CDI, à recruter des gens. Et donc, évidemment, ça se traduit dans les statistiques nationales. Hein. Il y a l'INSEE l'an dernier, la NPE a eu 300 000 demandes d'emploi qui n'ont pas été pourvues l'an dernier. Hein. Et donc ça veut dire qu'il y a un frein à la croissance, hein, parce que ces entreprises, elles refusent des marchés. Il y a des restaurants qui ont fermé parce qu'ils ne trouvaient pas de serveurs. Et donc, évidemment, la raison de cette restriction donc de l'offre d'emploi par le fait que les travailleurs ne veulent pas accepter des emplois ou ne sont pas assez compétents pour ces emplois est à chercher d'une part dans le manque de qualification d'une partie de la population active française. Et donc, l'éducation dans notre pays, à mon avis, est un sujet brûlant, et donc je pense que les réformes de Blanquet sont bienvenues. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose. On dépense plus que le reste, hein, plus que la moyenne des pays de l'OCDE, et on est classé 26e dans PISA, et avec un record terrible pour les inégalités. Donc les gens des classes populaires, effectivement, sortent du système éducatif sans qualification. Et du coup, ils ne sont pas employables. Et alors, comme on a un système de protection sociale qui est très généreux, leur stratégie, évidemment, et c'est pas du tout quelque chose qu'on doit critiquer, on ferait pareil à leur place, hein, c'est des trappes à pauvreté, c'est d'alterner période d'emploi et puis période au chômage, hein, de manière tout à fait stratégique. On ferait pareil. Hein, donc c'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'organisation du système. Donc, pour moi, il y a il y a une bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'il semblerait qu'il y ait de la croissance en France. La mauvaise, ça va, je m'arrête, donc même si je meurs bientôt. Donc, de la croissance en France, mais voilà, un frein lié à un manque d'éducation de certaines personnes. Et je passe la parole à mon voisin. Bien, moi, plus conjoncturels mondiaux, et français, deux éléments d'interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'on est à la veille d'un krach financier mondial ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu effectivement il y a eu un choc sur les marchés, et notamment sur les marchés américains, mais enfin aussi en Europe. La réalité, c'est qu'il y avait la conjonction des différents éléments qui posent aujourd'hui problème à l'économie mondiale, c'est-à-dire une espèce de surchauffe de l'économie américaine, le sentiment que les taux d'intérêt allaient grimper, enfin la Fed avait décidé d'augmenter ses taux, et l'augmentation des salaires. Je rappelle que Amazon, c'est très emblématique, a décidé de faire passer son coût horaire à $15 pour en réalité 250 000 personnes, ce qui est quand même non négligeable. Donc premier élément, c'est la fin du monde. Ben non, on est en train d'assister à une tension forte sur l'économie américaine, dont chacun voit bien quelle est l'origine, et qui n'a pas de raison d'évoluer de manière significative dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir un krach financier dans les années qui viennent, je dis juste que je ne le vois pas aujourd'hui. Deuxième sujet, on invoque le problème italien. Je rappelle que on dit c'est dramatique, enfin ils ont un déficit de 2,4, et je rappelle juste, chiffre très précis à bien comprendre, c'est horrible, leur taux d'intérêt, etc. Ça a un peu grimpé sans aucun doute, mais ils n'ont que 13%, ça c'est un point qui est très important, 13% de leur dette à renouveler avant la fin 2019. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque majeur d'incapacité de financer le problème italien. Donc tout ça pour dire qu'on va aller sur les marchés financiers mondiaux vers une stagnation, vraisemblablement une légère décroissance. On va avoir les résultats des entreprises qui seront bons dans les semaines qui viennent, mais il n'y a pas de mon point de vue, de possibilité d'un krach financier majeur dans les jours ou semaines qui viennent. Deuxième aspect sur la partie française, je suis un peu perplexe, et je termine, je suis perplexe sur ce qu'on appelle le programme de relance de la modernisation de l'appareil industriel français, c'est-à-dire notamment le suramortissement. Je le trouve limité par son ampleur. Je trouve que le plan Philippe sur les industries futures, qui doit faire 500 millions, est limité. Donc tout ceci me paraît, j'allais dire, en contradiction
assez forte et une incertitude très grande sur la capacité de réellement rebondir en matière de capacité de l'offre. Voilà. Alors, je vais essayer de continuer et de reprendre ce qui me semble doit être regardé pour savoir si on veut faire un scénario pour l'économie mondiale, européenne, française sur l'année prochaine, disons. Ce qu'a dit Emmanuel, les difficultés de recrutement, ça me paraît absolument central. On a 9% de chômage en France et un niveau de difficulté de recrutement qui est le plus élevé qu'on ait jamais eu depuis qu'on fait cette enquête. Et effectivement, quand on regarde, c'est compétences pour la moitié, le reste, un mélange d'attitude au travail. Ça voudrait dire que le chômage structurel est de 9%, ce qui n'est pas rassurant, et qui montre l'urgence qu'il y a à faire des politiques ciblées sur les chômeurs de requalification. Ensuite, ce qu'a dit Jean Hervé, alors je cite Jean Hervé au début, la variété des opinions fait la richesse du cercle des économistes. Honnêtement, c'est pas si rassurant que ça. Vous allez avoir aux États-Unis ce qu'on peut appeler une normalisation monétaire procyclique. Alors je m'explique, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter au moment où l'économie ralentit. Alors que normalement, les taux d'intérêt augmentent au moment où l'économie est forte. Donc c'est une normalisation monétaire contracyclique. Celle-ci va être procyclique pour la raison bête qu'elle a commencé très tard. Et c'est quand même le pire qu'on puisse faire pour les marchés financiers. Vous allez avoir à la fois des taux d'intérêt plus élevés et une croissance plus faible. Donc le maillon faible, je pense que c'est quand même le marché des actions américaines, qui est extraordinairement cher, au moins dans certaines composantes. Le price earning ratio d'Amazon, c'est 500. Quoi, je veux dire, donc quand le cours boursier, c'est 500 fois les résultats, moins de croissance et des taux d'intérêt plus élevés, ça peut être relativement inquiétant. Et si je me rapproche de l'Europe, sur l'Italie, je ne suis pas si rassuré que Jean Hervé non plus. Et puis je dirais juste un dernier mot sur un dernier sujet. Quand même, l'année prochaine, l'Italie va devoir refinancer une quantité de dette compte tenu du déficit public qui correspond à 20% du produit intérieur brut de l'Italie. Certes, c'est un marché qui est très domestique, c'est que la dette italienne est 70% détenue par les Italiens, mais même les Italiens, et en particulier les banques italiennes, qui étaient de très gros acheteurs de dette italienne, commencent à trouver que ça devient assez dangereux. Et donc, oui, j'ai encore une demi-seconde. Et donc, regardons quand même ça. Je veux dire, et vous voyez ensuite le schéma causal horrible, c'est quand l'État italien va mal, comme les banques italiennes détiennent la dette de l'État, les banques vont mal, et comme les banques italiennes vont mal, les autres banques européennes vont mal. Puis le tout dernier point, non, je dis pas ça à vous, arrêtons collectivement de nous poser des questions terribles sur la raison pour laquelle la croissance européenne a reculé au début de 2018. Alors, on a eu toutes les explications possibles entre la taxe sur les tabacs et la CSG sur les retraites. Tout ça, c'est totalement peanuts. Le vrai sujet, c'est le pétrole. 10 $ le baril, ça coûte un tiers de point de PIB de croissance à la France ou à l'Europe. Et le pétrole a doublé en un an. Donc la question prix du pétrole est absolument cruciale. Et honnêtement, on aura peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure, il n'est pas du tout exclu qu'on ne soit pas au bout de la hausse du prix du pétrole. Et je répète mon chiffre, 10 $ égale un tiers de point de croissance en moins. Merci. Moi, je vais être bref parce que 2 points clés ont déjà été traités, c'est-à-dire les difficultés à embaucher. À peu près 350 000 à 400 000 offres d'emploi non pourvues. Et par ailleurs, effectivement, la correction sur une partie du marché des actions qui est vraisemblable. Là où je ferai une motion de synthèse entre ce qu'ont dit Jean-Hervé et Patrick, c'est que la correction boursière n'entraînera pas nécessairement une crise économique. Il y aura vraisemblablement un effet richesse aux États-Unis, mais il n'y aura pas il sera un petit effet marginal sur la conjoncture, mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Si je traitais de la conjoncture, il y a 2 points qui m'inquiètent tout de même. C'est la façon dont Trump traite ses alliés sur le plan commercial. Il est évident que les 15 prochaines années vont être dominées par la confrontation directe entre les États-Unis et la Chine pour la domination mondiale. Normalement, quand on est cohérent et stratège, on consolide sa base d'alliés. Donc oui, il y a eu une renégociation de l'ALENA, mais ça s'est fait après avoir assez brutalisé les Mexicains et les Canadiens, qui ne vont pas l'oublier.
Avec l'Europe, Trump laisse toujours planer des interrogations sur d'éventuelles taxes sur les automobiles. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en termes commerciaux et c'est quand même une source d'inquiétude pour les 2 ans qui viennent. Et pour ce qui est de la France, ça, c'est une interrogation qu'on a depuis un moment au Cercle. C'est un sujet qu'on traite depuis 10 ans parmi un certain nombre d'économistes, mais l'affaiblissement industriel français est le principal point d'interrogation sur notre pays. Que les choses aillent bien ou mal, finalement, le déficit extérieur ne bouge pas et le déficit public ne se réduit qu'à la marge. Donc, on a vraiment un problème de compétitivité économique absolument majeur et de reconstruction de notre appareil industriel et on ne voit pas que les mesures adaptées soient prises.